Bonjour chers étudiants et bienvenue dans le corrigé d'un exercice très classique d'idées électriques, c'est le cylindre polarisé. Le cylindre polarisé dans les deux cas de polarisation parallèle à l'axe Z, cas de polarisation perpendiculaire à l'axe OZ. Et on va voir la différence. Je vous le farq bin un cylindre polarisé parallèlement à l'axe OZ et un cylindre polarisé perpendiculairement à l'axe OZ. Et qu'est-ce que ça veut dire un cylindre polarisé? Bien. Il y a deux méthodes qui permettent de déterminer le champ créé par un diélectrique polarisé. Un diélectrique polarisé ou un diélectrique, c'est-à-dire un isolant qu'on va placer dans un champ électrique. Le champ électrique, il va créer des charges de polarisation. Les charges vont créer un champ électrique. Et le but, c'est de déterminer c'est quoi ces charges, c'est quoi leur densité et c'est quoi le champ créé par ces charges-là. Donc vous avez deux méthodes, soit à partir directement des charges de polarisation, ou les charges de polarisation imma surfacique, P scalaire N est la normale à la surface, ou bien volumique, moins divergence de P. Là, on va s'intéresser uniquement aux polarisations uniformes. La polarisation uniforme, bien sûr, la charge volumique égale à 0. Donc, les charges surfaciques. Donc, soit on calcule le champ par les charges surfaciques, soit en passant par le champ fictif. Et ça, c'est valable uniquement, valable uniquement dans le cas d'une polarisation uniforme. Je n'ai le champ fictif. On suppose le diélectrique, une sphère, un cylindre, tout ce que vous avez, un cube. On suppose qu'il est chargé avec ρ égale à 1. Bien sûr, lui, il n'est pas chargé. Un diélectrique, c'est un isolant. Mais c'est juste une étape de calcul. Barhala, juste pour le calcul. Ça, c'est déjà fait la démonstration dans le cours. Le potentiel créé par un diélectrique polarisé, c'est exactement le même qu'il sera créé par un champ fictif qui est chargé avec ρ égale à 1. Le champ fictif, souvent par le théorème de Gauss. Ensuite, on va déterminer le potentiel créé par les charges de polarisation qui est donné par le produit scalaire de P scalaire, le champ effectif. Une fois qu'on a le potentiel créé par les charges de polarisation, on va déduire le champ par E égale à moins gradient de Vp. Donc, le champ fictif, marhala intermédiaire de calcul. Il n'a aucun sens physique dans l'exercice. Bien. Pourquoi le champ cylindre polarisé parallèlement à l'axe Z? كيفاش غنحصلوا على واحد cylindre polarisé à l'axe Z par exemple? Il suffit de prendre un condensateur qui crée un champ électrique uniforme au 0, il y a sigma sur epsilon 0, on met le cylindre au condensateur. Le cylindre, il est placé dans un champ uniforme, donc il va être polarisé de manière uniforme. Je n'ai polarisé, ça veut dire il va, le cylindre qui n'était pas chargé, le champ électrique, quand on le place dans un champ électrique, le pôle positif ou le pôle négatif. On dit qu'il est polarisé. Donc, si la polarisation est au Z, on dirait le calcul des charges de polarisation. Je n'ai pas les charges de polarisation. Rho volumique, bien sûr, égale à 0, puisque la polarisation est uniforme. Sigma surfacique, de la normale à chaque surface. Si vous avez un cylindre, شحال من surface عنده la base supérieure et la normale دائما كيفاش كتحدد عمودي على la surface dirigé de l'intérieur vers l'extérieur. عمودي على la surface dirigé de l'intérieur vers l'extérieur. عمودي على la surface dirigé de l'intérieur vers l'extérieur. Donc pour la base supérieure N c'est K, EZ. Pour la base inférieure c'est moins EZ. Et pour la surface latérale, le vecteur qui est collinéaire et perpendiculaire à la surface, c'est le vecteur ER des coordonnées cylindriques. Très bien. Faites très attention, remarque. Quand on dit polarisation uniforme, c'est le vecteur qui est uniforme. Maintenant, comme polarisation alpha fois ER, avec alpha c'est une constante, ça c'est pas une polarisation uniforme. Le module de alpha il est constant, mais il change de sens, de direction. ER, c'est pas un vecteur qui garde une direction fixe. Donc, on dit c'est pas une polarisation uniforme. Donc, uniforme, ça veut dire qu'il doit être module constant, direction fixe et sens le même. Bien. Donc,
Voilà notre cylindre qui est polarisé de manière uniforme. D'abord, comment? On a dit les charges, qui a sigma polarisation. Bien sûr, sur la base supérieure, c'est donc sur la base supérieure, sigma, c'est P suivant EZ, scalaire EZ, il y a plus P. Sur la base inférieure, c'est P suivant EZ, scalaire moins EZ, et il y a moins P. Et sur la surface latérale, EZ scalaire ER, EZ scalaire ER, عموديا هي 0. وهنا نلاحظوها بطريقة أخرى. Qu'est-ce que ça veut dire polarisation uniforme? Je rappelle que les charges de polarisation, ce sont des charges liées. Par définition, un diélectrique ne contient pas de charge libre. Ah, il n'y a pas de charges qui peuvent se déplacer dans le diélectrique. Qui connaît juste un déplacement de charge. Il crée l'atome qui était symétrique. Quand on applique un champ, il va y avoir un déplacement des centres de gravité des charges positives et des charges négatives. C'est la même chose. Et comme la polarisation uniforme, le déplacement il va être le même partout. Donc, les charges négatives, ils ne vont pas être compensées. Donc, on a des charges négatives. En volume, à côté de chaque charge négative, il y a une charge positive qui va l'annuler. Donc, ρ égale à 0. Charge négative, charge positive. Négatif, positif. Négatif, positif. Négatif, positif. Il y a un négatif qui n'est pas compensé. On a de la charge positive qui n'est pas compensée. Donc, il y a des charges positives et ici des charges négatives. Donc, le diélectrique qui est polarisé suivant l'axe OZ, de point de vue électrostatique, c'est équivalent à le disque chargé avec plus P ou le disque chargé avec moins P. Autrement dit, déterminer le champ en un point ou bien en un point quelconque créé par le diélectrique polarisé revient à calculer le champ créé par juste deux disques. Donc, le cylindre, c'est exactement équivalent à deux disques. Une fois qu'on a cette étape, le diélectrique, le problème devient un problème d'électrostatique du vide. Tous les calculs que vous allez faire en électromagnétisme pour les diélectriques et les milieux aimantés sont déjà faits dans l'électrostatique du vide. Et rien de nouveau. La seule chose, c'est d'abord déterminer les charges de polarisation. Une fois que vous avez déterminé les charges de polarisation, le problème devient un problème de première année. Quel est le champ créé par deux disques? On a un point M quelconque de l'axe. Et ça, on l'a déjà fait en détail l'année dernière. Je rappelle brièvement le champ créé par un disque chargé avec sigma. Bien sûr, la symétrie, OZ est un axe de symétrie, donc le champ va être suivant OZ. On prend un élément de charge D2Q, il crée un champ D2E. Je calcule que la projection de ce champ suivant OZ, c'est cosinus alpha. Après, un élément de surface en coordonnées polaires, c'est ρ, D de ρ, D de θ. Et il faut tout exprimer en fonction de alpha. Et pour exprimer D de alpha en fonction de D de Z, on utilise tangente alpha. Pour exprimer R en fonction de alpha, on utilise cosinus alpha. Et puis D de Z, c'est Z sur cos carré alpha D de alpha. Parce que la distance OM, c'est Z. Bon, tout ça, je vous laisse le soin de le revoir facilement, c'est déjà fait. Et puis facilement, après on remplace, il devient juste, tout ce calcul devient sinus alpha D de alpha. Et fois D de θ. Θ, bien sûr, varie entre 0 et 2π. Alpha varie entre l'angle minimum, qui est 0, et l'angle maximum, qu'on va noter alpha 1. Et donc, voilà le champ créé par un disque chargé avec plus sigma. Bien. Donc, je pense que tout le monde est capable de refaire ce calcul. Maintenant, quel est le champ créé? Maintenant, vous voyez bien, ça dépend du point M. Est-ce qu'il se trouve à l'intérieur de ce côté-là ou bien de ce côté-là? Vous avez trois cas. Si le point se trouve à l'intérieur, vous voyez bien que le champ créé par la plus sigma, il est dirigé de la charge vers l'extérieur, c'est E+. Le champ créé par moins sigma, il est dirigé vers la charge. Donc, vous voyez bien que les deux sont suivant moins EZ. Donc, vous avez moins et moins. Et puis, bien sûr, celui-là va dépend de alpha 1. Celui-là va être en fonction de l'angle alpha 2. On utilise juste cette définition. Le champ créé par un disque. Donc, pour celui-là, je vais prendre sigma. Pour l'autre, bien sûr, c'est moins sigma. Ou bien les deux, ils sont suivant moins EZ et j'utilise le module. Donc, vous voyez bien que les deux vont devenir 2 moins cosinus alpha 1 moins cosinus alpha 2 suivant EZ. Bon, quelques cas particuliers, si le cylindre est plat, ça veut dire la base elle est très proche de la base supérieure. Les deux bases sont très proches. Vous voyez bien que le cylindre est très plat. Vous allez avoir alpha 1 qui va tendre vers pi sur 2,
alpha 2 qui va tendre vers pi sur 2. Et donc, on retrouve le champ ou moins sigma sur epsilon 0 suivant K. Et ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle le champ à l'intérieur d'un condensateur. Si les deux bases sont très proches, on tend vers l'hypothèse d'un condensateur et on retrouve bien le champ moins sigma sur epsilon 0. Bon, si au contraire ils sont très très loin, le champ va tendre vers 0. Bien sûr, si vous prenez par exemple ce point-là, vous voyez bien le champ créé par plus sigma, c'est de la charge vers l'extérieur, ça sera avec un signe plus. Et le champ créé par la charge négative, c'est avec un signe moins. Si vous prenez ce point-là, c'est l'inverse. C'est le champ moins qui va être avec un signe plus et le champ E plus qui va être avec un signe moins. Et vous pouvez calculer le champ dans n'importe quel point. Très bien. Bon, allez, on va faire aussi le champ créé par le cylindre polarisé perpendiculairement à son axe. Bien, ou bien on le fait dans une autre vidéo. Allez, on va le faire. Donc, supposons qu'il y a de la polarisation suivant l'axe Y. Hein. P et garde une direction fixe, hein, partout suivant EY. Voilà notre cylindre, qu'on va supposer toujours infini. Bien sûr, polarisation uniforme, ρ égale à 0, et il nous reste ici, puisque c'est infini, on va travailler cet exemple, on va supposer le cylindre infini. Ça veut dire qu'on va s'intéresser juste à la surface latérale. Et pour la surface latérale, la sigma, ça sera P, suivant EY, ça c'est P, et la normale, bien sûr, c'est ER, et EY scalaire ER, scalaire ER, c'est EY fois ER, fois le cosinus de l'angle, c'est cosinus pi sur 2 moins phi, c'est sinus phi. Donc sigma, c'est P sinus phi. Comment sont ces charges? Voilà X, voilà Y, voilà phi. Et vous savez que sinus phi est positif entre 0 jusqu'à pi, et négatif entre pi jusqu'à 0. Donc vous voyez bien que ce cylindre, vu d'en haut, va avoir la moitié chargée positive et la moitié chargée négative. Et je vais vous donner 3 méthodes de calcul de champ électrique à l'intérieur de ce cylindre. On va commencer par la première méthode, on va passer par le champ fictif. C'est la méthode la plus simple. C'est quoi cette méthode? On suppose que le cylindre est chargé avec ρ égale à 1. On calcule le champ par le théorème de Gauss. Je ne vais pas revenir comment calculer le champ créé par le théorème de Gauss avec ρ égale à 1. Donc à l'intérieur, ça sera ρ fois r, mais ρ égale à 1, donc ça sera r sur 2 epsilon 0. Et on a un point à l'extérieur, c'est ρ r au carré sur 2 epsilon 0, petit r suivant r. Ça, c'est le champ fictif. Une fois que vous avez calculé le champ fictif par le théorème de Gauss, c'est déjà fait, théorème de Gauss pour le cylindre en détail dans plusieurs vidéos sur la chaîne, vous allez déterminer le potentiel par la définition P scalaire E effectif. Donc, P suivant EY, scalaire R donc à l'intérieur, et donc le potentiel à l'intérieur, ça sera PR sur 2 epsilon 0 sinus phi. À l'extérieur, ça sera ça. Et si on a le potentiel, on va déterminer le champ par E égale à moins gradient de V, et c'est très facile cette méthode. Vous calculez le gradient en coordonnées polaires, c'est moins D de V sur D de R, moins 1 sur R, D de V sur D de phi. On factorise par moins P sur 2 epsilon 0. Il va vous rester ici sinus phi suivant ER plus cosinus phi suivant E phi. Et ça, c'est tout simplement le vecteur EY ou bien le vecteur J. Or, P suivant EY, c'est tout simplement le vecteur polarisation. Donc ça. Donc vous voyez que ce terme, vous pouvez vérifier facilement EY. Vous voyez bien EY, c'est quoi? C'est cosinus cet angle, c'est-à-dire sinus phi suivant ER, voilà, sinus phi suivant ER, voilà, et puis cosinus phi suivant cosinus phi suivant cosinus phi, donc ER, E phi, et puis cosinus phi suivant E phi. Donc voilà, cet angle-là, c'est phi, vous voyez bien, c'est cosinus phi suivant E phi. Très bien. Donc voilà ER et voilà E phi. Et ça, c'est EY. Bien. Et donc, moins P sur 2 epsilon. Ça, c'est la première méthode. Bien sûr, vous pouvez calculer le champ à l'extérieur par la même méthode. Maintenant, deuxième méthode. Vous avez une deuxième méthode qu'on appelle la méthode de superposition. Je vais vous la superposition. Donc, comment construire un cylindre dont la moitié est positive et l'autre moitié est négative en faisant la somme de deux systèmes. Eh bien, vous voyez bien que si je prends un cylindre partout chargé avec ρ positif, je superpose un cylindre chargé avec ρ négatif, mais décalé, les centres sont décalés. Voilà, je les décale.
Donc, vous voyez bien, puisque ρ négatif, positif à l'intérieur, je vais avoir ρ égale à 0. Sur cette partie-là, je vais avoir les charges positives. Hein, partout de là à là, je vais avoir des charges positives. Et bon, je vais peut-être... Voilà, donc, oups, je vais revenir. Est-ce que je peux? Voilà. Je vais faire superposer celle-là, comme ça on va être conforme avec la suite. Je vais superposer celui-là, je vais le déplacer, voilà. C'est la même chose de toute façon. Hein? Donc au moins, au plus, ou bien si on le déplace comme ça, donc allez on va faire comme ça. Voilà, voilà. Et vous voyez bien que dans cette partie-là va être chargée partout négatif, et cette partie-là va être chargée positif. Et le milieu, puisque la même charge, vous allez voir 0. Et donc, je retrouve exactement ces deux systèmes. D'accord? Donc, voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, on va... Donc, si vous prenez deux... Donc, allez, je vais mettre un autre schéma, par exemple. Imaginez, vous avez votre premier système. Je vais le copier et je vais le coller. J'ai mon deuxième cylindre. Voilà, allez, on va faire comme ça. Vous avez un cylindre partout chargé avec positif, partout, positif. Vous avez un deuxième cylindre partout négatif. Voilà. Donc, si je superpose les deux, voilà. J'aurais dû prendre deux couleurs. Vous voyez bien que cette partie-là, il n'y a que des charges négatives. Et cette partie-là, il n'y a que des charges positives. Et bien sûr, à l'intérieur, ça sera 0. Bien. Or, le champ créé par un cylindre infini par le théorème de Gauss, on le connaît. Hein? On sait ce que c'est que le champ créé par un cylindre infini. Donc, vous voyez bien que le théorème de superposition va donner directement le champ. À l'intérieur, c'est le champ créé. Mais faire très attention. Le champ... c'est ρ fois R sur 2 epsilon 0, en vecteur ρ fois le vecteur R. Mais faites très attention, dans la méthode de superposition, les centres de gravité ne sont pas confondus. Voilà le centre de la charge, du cylindre chargé négativement. Voilà le centre, donc chacun a un centre différent. Donc dans le calcul, il faut mettre OR à la place de R. On va mettre le vecteur R, c'est O plus M pour la charge positive. Et le vecteur R, ça sera O moins M pour la charge négative. Et bien sûr, ici c'est ρ, ici c'est moins ρ, c'est pourquoi j'ai un signe moins. Donc le champ total, on a un point quelconque à l'intérieur, ça sera ρ sur 2 epsilon. Le champ créé par le cylindre chargé avec ρ plus, j'ajoute le cylindre chargé avec ρ moins. Et vous voyez bien que O plus M au moins, c'est O plus au moins. Or, la charge totale... Donc, on a dit la charge totale, je vais écrire tout ça en fonction des vecteurs polarisation. La charge totale, c'est ρ fois V. Donc, Q, c'est ρ fois V. D'accord? Et le moment dipolaire total, c'est la charge fois le déplacement. Donc, le déplacement, bien sûr, donc c'est que vous avez Q moins Q plus, moins plus. D'accord? Le déplacement, c'est O moins O plus. Toujours le moment dipolaire, il dirige la charge négative à la charge positive. C'est pourquoi je mets ici le moment dipolaire total, c'est moins la charge totale fois le déplacement. Or, le vecteur polarisation, par définition, c'est le moment dipolaire total divisé par le volume. Donc, ce sera moins ρ fois O plus au moins. Donc, vous voyez bien que le vecteur polarisation, ce terme, c'est tout simplement moins le vecteur polarisation. Et je retrouve mon vecteur moins P sur 2 epsilon 0. Voilà pour cette méthode de superposition. Donc là, il faut juste définir à charge totale. Le déplacement, ça c'est le moment dipolaire total. Et la polarisation, par définition, c'est le moment dipolaire total divisé par le volume. Vous avez aussi une troisième méthode qui est toujours de superposition, sauf que ici, comment on va superposer le système? Donc, vous voyez bien qu'ici, vous avez partout des charges positives, partout. Vous avez un fil infini chargé avec positivement. Donc, je vais partager ce cylindre en plusieurs fils infinis. Plusieurs fils infinis. La moitié, ils sont chargés avec plus lambda, l'autre moitié avec moins lambda. Très bien.
Et je vais utiliser la symétrie. Donc, vous voyez bien que ce plan, c'est un plan d'antisymétrie, parce que vous avez une charge positive et une charge négative. Donc, le champ va être perpendiculaire à ce plan, et ça, c'est EY. Donc, le champ va être suivant EY. Donc, je prends un fil infini et je calcule le champ au centre. Donc, je prends un fil infini. Voilà celui-là, par exemple, un fil infini. D de Q, c'est lambda fois D de Z. Or, lambda, c'est sigma. Donc, lambda, c'est aussi sigma D de S. Et vous voyez bien que D de S, c'est grand R D de θ. C'est l'élément de surface. Ça, c'est grand R D de θ fois D de Z. Donc, D de phi. Donc, lambda, c'est sigma grand R D de phi. Vous remplacez sigma par sa valeur. Or, le champ créé par un fil infini, c'est égal à lambda sur 2pi epsilon 0 R. Vous remplacez lambda par sa valeur. Et puis, vous calculez D de Y. Et vous allez trouver facilement le champ par cette deuxième méthode. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation, à bientôt.